Delphine dévoile à travers une escapade gourmande toutes les singularités d'un beau produit peu connu en métropole, le miel corse. Depuis plus de 1000 ans, au beau milieu des paysages vallonnés de la région sud de l'île, les abeilles butinent un nectar des plus précieux. Ce qui est extraordinaire dans le miel corse, c'est que d'abord la variété, la race d'abeilles, on ne la trouve qu'en Corse. On ne la trouve pas ailleurs et surtout ils n'ont jamais voulu importer d'autres abeilles pour justement préserver cette variété d'abeilles. Le miel aux couleurs or révèle des arômes subtils et inspire les plus fins gourmets. En fonction du miel qu'on va utiliser, on va partir sur des notes complètement différentes, avec des notes beaucoup plus douces, à des notes beaucoup plus qui sont presque sur l'humus, qui sont sur les sous-bois, qui sont sur des miels relativement forts. Et ce qui est vraiment intéressant pour un cuisinier, c'est d'avoir des miels de qualité et des variétés de miel complètement différentes. Un littoral méditerranéen au climat doux et humide, aux eaux turquoises. Du maquis et des hauts sommets culminant jusqu'à 2700 mètres au climat alpin, passer de l'hiver à l'été en seulement quelques minutes, en Corse, c'est possible. De cette singularité, ce bout de terre en a fait un atout, celui d'être fleuri toute l'année. Pour le plus grand plaisir de cette butineuse au fort tempérament, l'abeille corse. Un précieux nectar pour une tradition ancestrale, le miel de Corse. Distingué depuis 1998 par une appellation d'origine protégée. Ce jeune homme de 34 ans, c'est Romain Salasca. Il y a 7 ans, il décide de se lancer dans l'apiculture. Produire du miel de Corse quand on descend d'une famille vieille de plus de 1000 ans, pour Romain, c'est une évidence. Surtout si sa productrice est tout comme lui, un enfant du pays. Alors l'abeille corse est une abeille endémique, propre à l'île. Donc elle a une langue plus longue, une pilosité réduite. C'est une abeille qui est moyennement productrice. C'est une abeille qui est assez agressive quand même. C'est pas une abeille très sympa au quotidien pour travailler. Mais bon, c'est la nôtre et on la garde comme elle est. En Corse, les cultures intensives à perte de vue, arrosées à grands coups de pesticides, on ne connaît pas. Alors pour butiner à leur faim, ces abeilles doivent travailler dur. Alors, on a en Corse 2800 plantes présentes sur le territoire et on a 127 plantes endémiques. Donc tout ça, ça crée une diversité, une richesse florale. Pour vendre son miel toute l'année, Romain transhume au gré des floraisons, ses ruches de la mer à la montagne. Une production complexe aux multiples saveurs. L'AOP Miel de Corse, il y a 6 miels qui ont été définis dans la gamme variétale. Le printemps et le maquis de printemps qui sont des miels assez doux. Le maquis d'été, le miel de châtaigneraie qui est un peu plus corsé. Le maquis d'automne qui lui est vraiment un miel amer. Et ensuite un miel générique. Quand on n'arrive pas trop à classer un miel, parce que selon les années et les mielés, ce qui cette année est un printemps, l'année prochaine, il peut être un petit peu différent à cause du climat, à cause des fleurs. Si Romain vit aujourd'hui correctement de ses 4 tonnes de miel récoltées par an, ses ancêtres, eux, survivaient grâce à lui. En Corse, on a toujours eu des ruches depuis l'Antiquité. C'était une famille, une ferme en gros, avec des gens qui étaient agriculteurs, qui avaient des animaux, qui avaient des cultures et qui avaient quelques ruches pour avoir du miel et surtout du sucre. Le sucre n'existait pas comme on le connaît aujourd'hui. Des abeilles corses, déjà célèbres au XVIIIe siècle en Italie. Réputées très blanches, leur production de cire suffisait à fournir toutes les églises de Rome. À Paris, l'apiculteur Dominique Ronceret et le chef étoilé Guy Martin évoquent toutes les palettes gustatives de ce produit du terroir.
Alors la Corse, effectivement, a cette particularité d'être une île entourée de mer et une des montagnes qui monte à plus de 2000 mètres d'altitude. Et effectivement, il y a toute une floraison aussi qui se développe en fonction de ces plateaux d'altitude. Donc l'apiculteur va suivre en fonction de l'avancement de l'été, va suivre les floraisons et va monter en altitude et va trouver une végétation très particulière à l'île avec des fleurs endémiques de l'île. Et effectivement, on va trouver, donc avec la spécificité aussi du fait que les Corses ont une abeille endémique, travaillent avec leur abeille, ils ont réussi à la protéger et à la préserver, et donc ils vont monter sur les montagnes corses et ils vont nous faire différents types de miel pour terminer par un miel de maquis d'automne dominante de fleurs d'arbousier, qui est vraiment un des miels les plus, je dirais, typés et forts qu'on puisse trouver sur le commerce sur notre territoire. Sur le marché, alors là on va goûter ces miels, ça donne envie. Alors effectivement c'est une partie de la réserve de l'abeille qu'on va prélever pour avoir ce miel. Mais est-ce que l'abeille, ensuite, pour qu'elle continue de vivre, comment fait-on Est-ce que les essaims vont mourir puisqu'ils n'ont plus assez? Comment vit la vie d'une ruche, qu'est-ce que c'est? Alors, si les conditions climatiques sont normales, bonnes et ainsi de suite, une ruche, il y a deux parties. Il y a la maison de l'abeille et puis nous, après, on met des étages au-dessus et l'apiculteur ne vole que les étages. D'accord. Il arrive des années, enfin les étages, c'est les hauts. Il arrive certaines années que les conditions climatiques ne sont pas là et que l'apiculteur aura tendance pour maintenir son revenu, parce qu'il est obligé aussi de maintenir son revenu, il aura tendance à prendre un peu plus que ce qu'il aurait pris d'habitude, et il faut bien que l'abeille passe l'hiver, et donc dans ces cas-là, on va compenser avec un glucose. Avec un glucose, donc c'est un sucre qui va permettre à l'abeille de se nourrir. Alors, mais quelle est la vie, alors, la vie d'une abeille? La vie d'une ruche, plutôt. Alors, non, parce que c'est une question intéressante. La vie d'une abeille, d'abord, une abeille ne vit pas seule. Elle ne peut vivre que collectivement. Si elle est seule, elle meurt. Donc déjà, donc on ne parle plus de la vie d'une abeille, on parle de la vie d'une colonie. Et dans la colonie, l'abeille, en pleine saison, elle s'épuise au travail et elle va avoir une durée de vie d'une 20aine de jours. L'hiver, elle est plus, je dirais, elle a juste de la chaleur à produire pour maintenir la température dans la ruche, et elle va avoir une vie qui va être prolongée, qui va être de 4, 5, 6 mois en fonction des régions. Et après, dans la colonie, l'abeille toute seule, c'est rien, il faut une reine. Et donc c'est la reine qui fait que la colonie d'abeilles peut survivre. C'est la reine qui pond, c'est la reine qui assure la pérennité de la colonie. Et les abeilles sont là pour nourrir cette reine et nourrir les jeunes larves, de telle façon à pérenniser la vie de la colonie. Une colonie d'un rucher, d'une ruche normale, c'est 60 à 70 000, c'est ça? En pleine production. En pleine production, c'est ça. Et le champ d'action d'une abeille, c'est 20, 30 mètres, 50 mètres, 100 mètres? Non. Le rayon d'action d'une abeille, c'est, allez, on va dire grosso modo, c'est 3 km. Ah, elle va jusqu'à 3 km? Et pour que ça soit rentable économiquement parlant, on essaye de les mettre le plus près possible. Parce que vous vous rendez bien compte que si l'abeille, il faut qu'elle fasse 3 km pour aller chercher sa source de nectar, elle va en consommer un peu pour revenir, il va lui en falloir qu'elle en prenne un peu pour repartir, et donc au final, la production de miel sera moindre. Compris. Alors là, dans ces cas-là, on va dire aller sur l'acacia. On les met dans les bosquets. Vous les mettez dans les bosquets. Donc ça veut dire, elles lèvent la tête, elles ont voilà, l'acacia. C'est ça. Donc c'est ce que je voulais dire. Voilà, vous les mettez entre 100 et 200 mètres maximum. Voilà, ça. On essaye. Grosso modo, on regarde, nous apiculteurs, on regarde ce qu'il y a dans un rayon d'1 kilomètre. Voilà. Et puis vous savez, de toute façon, c'est aussi votre métier, en fonction de la floraison, de savoir déplacer, comme dans le maquis corse, de savoir déplacer au bon moment quand la floraison se termine, pour que la production continue. Ça, c'est notre métier. Bocconi-Agnon, à 40 km d'Ajaccio. C'est la fin juin. Dans ces montagnes, la saison du châtaignier vient de débuter. Camouflées à 800 mètres d'altitude, les ruches de Romain Salasca. L'apiculteur est très attentif aux aléas météorologiques. Une transhumance trop tardive ou trop précoce peut lui coûter très cher.
Choisir son emplacement, c'est très important, parce que si on le choisit mal, on peut avoir des ruches qui meurent de faim, parce que si on ne les met pas au bon endroit au bon moment, il n'y a pas de miel déjà pour elles, pour vivre, et puis pour nous, pour la récolte. Après, on essaye de ne pas être trop près des habitations pour ne pas gêner les voisins, de ne pas être trop près non plus des grandes routes de communication, qu'elles soient un petit peu cachées pour éviter le vol aussi, parce que ça devient problématique. Les abeilles vont rester ici pendant un mois à se délecter de ce terroir pour faire un miel de châtaigneraie issu de la diversité corse. Les abeilles sont en train de butiner, là, on le voit ici plus près de nous, sur ces fleurs-là. Donc ça, c'est un chaton, c'est une fleur de châtaignier. Et dessous, sous ces arbres, on va retrouver une multitude d'espèces. Ici, on a des fleurs de ronces. Selon les espèces, elles vont être pollinifères ou nectarifères, ou certaines les deux, comme le châtaignier qui fait du pollen et du nectar. Donc le pollen sert à nourrir les abeilles en protéines, le nectar sert à nourrir les abeilles en miel, puisqu'elles vont le transformer en miel, et donc nous, on leur vole, entre guillemets, une partie de leur provision. À seulement quelques dizaines de mètres de là, les centaines de milliers d'abeilles de Romain. Ces abeilles, dès les premiers rayons du soleil, parcourent jusqu'à 3 km par vol pour nourrir la tribu. Un balai frénétique. Alors avant de perturber ce travail collectif, Romain prend toutes ses précautions. J'ai mis un granulé apidou lavandin qui nous permet de faire une fumée dense mais froide. C'est des produits naturels, il y a des huiles essentielles de lavande et ça nous permet d'avoir une combustion lente, sans flamme et d'avoir cette belle fumée. Alors voilà, la fumée, ça va les calmer, ça va leur provoquer un sentiment d'agression, entre guillemets, comme s'il y avait un incendie quelque part. Donc un réflexe de se protéger, de protéger la colonie. Donc elles vont se calmer, elles vont se gorger de miel, parce que si elles doivent quitter la ruche précipitamment, qu'elles aient un petit peu de réserve pour recréer une colonie ailleurs. Donc la partie basse, c'est la partie où la reine est présente, où il y a la ponte, où il y a les abeilles qui vont naître, et leur réserve de nourriture. Et ensuite, on met les parties supérieures. Ça, c'est la grille à reine. Donc ça évite que la reine monte pondre à l'étage. Car à l'étage, dans ces rayos, se trouve ce précieux miel tant convoité. Alors la fabrication du miel, c'est donc les abeilles qui sortent butiner les fleurs et elles butinent le nectar. Donc elles ramènent du nectar à la ruche, qu'elles vont se passer les unes aux autres, qui va être donc mélangé un petit peu à leur salive, qui va être ventilé selon l'humidité du miel pour que le miel ne fermente pas, parce que s'il y a trop d'eau dans le miel fermente. Il va être stocké dans les alvéoles. Là, c'est déjà du miel. Sauf que les cellules ici ne sont pas encore tout à fait pleines, donc elles ne les ont pas fermées. Et celles-ci sont complètement pleines, elles les ont fermées par une pellicule de cire. C'est ce qu'on appelle le miel operculé. Là, on va le récolter, on va l'extraire et il va directement être mis dans les bocaux sans aucune transformation, aucune cuisson, aucun ajout de rien du tout. Il va être consommé tel quel. Le temps idéal, c'est un taux d'humidité assez haut, une bonne chaleur et une bonne mielée. La mielée, c'est le moment où les plantes ont du nectar et que les ruches, les abeilles, vont chercher le nectar pour fabriquer du miel. Mais il y a des jours où ça ne va pas mieler. S'il y a un orage et que les abeilles ne peuvent pas sortir, il n'y a pas de mielée ce jour-là. Des débuts de saison difficiles, combinés à l'arrivée du cynips, ce parasite empêchant la floraison du châtaignier, ont fait chuter la production du miel corse d'une centaine de tonnes en à peine 5 ans.
elle est passée de 330 tonnes en 2010 à 250 en 2014. Et on en manque tous les ans, on n'a pas assez de production. D'ailleurs, on vend peu à l'export aujourd'hui parce qu'on n'a pas suffisamment de miel. En attendant, le cours du miel corse, lui, se porte à merveille. Bon, alors on va peut-être déguster ces miels, alors, ces beaux miels corses. Alors, on va commencer par le plus doux, hein, sans doute, non? Théoriquement, oui, c'est comme ça qu'on fait. Celui-ci, non? C'est le maquis d'été. Enfin, c'est le maquis d'été pour les miels corses, Ouais. sinon c'est l'acacia pour Alors, on va commencer par l'acacia. C'est l'acacia Qui n'est le pas un plus miel doux. corse, qui est un de vos miels de production, mais Voilà. puisqu'on va faire une dégustation, on va commencer par le vôtre. Alors là, c'est limpide, c'est joli. Et c'est la récolte 2015. Il a été récolté il y a 15 jours. Alors, on peut dire, hein, le miel, c'est pas comme le vin. Hein. C'est pas la peine d'attendre. Hein. Non. Quand il est tiré, il faut le boire, c'est ça? Tout à fait. Tout à fait. C'est un miel que j'affectionne. Je trouve que c'est tout en nuances, tout en finesse. L'acacia, cette année, on a eu toutes les conditions climatiques qui ont été réunies, pas d'orage, les fleurs sont restées 15 jours, 3 semaines, donc on a fait une belle récolte avec un miel de qualité super. Le miel d'acacia, donc ça, c'est chez vous. Après, qu'est-ce qu'on goûte alors? Après, le maquis d'été corse, je pense. Alors, il faut aussi, je crois bien préciser que là, c'est liquide, là, c'est solide, ça n'a rien à voir avec la qualité. Ah non, alors là ça. Il faut bien ça a rien à expliquer voir. aussi. Il y a la cristallisation des miels, c'est un phénomène physique. Donc, c'est en fonction de la composition en sucre du miel. Les miels, grosso modo, les deux gros composants en sucre sont le fructose et le glucose. Et en fonction de la dominante de l'un ou de l'autre, le miel va cristalliser plus ou moins vite. Les miels à dominante de fructose, style les acacias, les eucalyptus, vont cristalliser très lentement. Et un miel, par exemple, de colza ou un miel dans le maquis d'été, je crois que les bruyères blanches cristallisent. Voilà, c'est des miels qui cristallisent très vite, puisque la dominante est glucose. D'accord. Il est délicieux. C'est délicieux. Hein. Ce qui est bien, c'est qu'en fin de compte, chaque miel a sa particularité, a ses goûts différents. Et on découvre des paysages, on découvre des régions. Donc on peut dire aussi le miel, il a des bienfaits, c'est bien de manger du miel. Et on peut sucrer son café le matin, son chocolat. Hein, ça peut remplacer le sucre, le miel. Ah ben le miel, c'est un excellent sucre. Je dirais, pour sucrer un yaourt, vaut mieux mettre une cuillère de miel d'acacia dedans, ça sera meilleur. En plus, le miel, c'est un sucre rapide qui est tout de suite assimilé par l'organisme. Donc, tout de suite, on a la forme. On a la forme. À Chutoli-Corciato, dans le sud de la Corse, vit la famille Thor. Ici, on produit du miel corse depuis 5 générations. Pierre, le papa, a démarré il y a 33 ans. Aujourd'hui, il transmet toutes ses connaissances à son fils Pierre-François. En phase d'installation, ce que préfère avant tout ce jeune apiculteur, c'est aller inspecter ses ruches. J'espère que les ruches sont belles. C'est nos futures ruches de production. C'est les dessins qu'on a fait cette année. Par laquelle on commence? Le fils se spécialise dans la sélection des rennes. Tous les ans, la famille Thor renouvelle 50% de son cheptel. Sinon, en 2 ans, vous n'avez plus de colonies. Hein. Une fois que vous avez des rennes qui ont 3 ans, elles ne pondent pas assez. Donc, c'est ce qui va manquer d'abeilles embutineuses, tout ça, pour avoir une production optimale. Une première ruche ouverte peu encourageante.
Là, on voit qu'il y a des trous dans le couvain et elle a mis du pollen. Enfin, il n'y a pas que du couvain. C'est pas uniforme. Voilà, j'aurais préféré voir que du couvain et autour le pollen et après encore autour le miel. C'est que la reine n'a pas pondu toutes les alvéoles. Elle a pondu un petit peu là, un petit peu là-bas et c'est pas vraiment compact. On aime bien quand le couvain est compact. Marquée d'un point bleu, cette reine est sur la sellette. Lorsqu'on la voit, grâce à la couleur, on peut savoir que c'est l'année c'est l'année 2015 ou 2014. Et après, on peut prendre des décisions plus facilement. Si je vois qu'elle évolue pas, je vais lui changer sa reine. C'est-à-dire que je vais prendre une reine que j'ai dans des nucléis, c'est-à-dire une petite ruche de fécondation, et je vais lui unir cette reine-là à cette colonie. Et comme ça, j'aurai une nouvelle reine qui pourra rentrer en ponte et avoir plus de population, j'espère. Une lourde responsabilité pour ce jeune apiculteur. La production de 2016 repose sur ses épaules. Celui-là, il est très beau. Le couvain est très compact. Il y a du pollen tout autour. Il y a également du miel. Donc là, elles ont des protéines avec le pollen et elles ont le miel pour se nourrir. Et là, c'est une colonie qui est en train de monter en puissance. Hein. Alors, 7 couvains, le 16 06 15. Le papa est soulagé, la relève est assurée. Et là, on est très content. Mais bon. C'est bien. C'était tout comme ça. Avant, c'était lui qui s'occupait des jeunes reines. Avec l'âge, j'ai vu qu'il baisse. Comme tout un chacun, je pense. Et alors, jusqu'à il y a 3 ans, je le faisais, je tirais beaucoup sur ma vue, mais d'après moi, je prenais des larves un peu trop grandes et les reines n'étaient pas très de bonne qualité. Et en plus, je faisais ça avec des loupes, des machins, mais bon, c'était très très fastidieux. Voilà. Donc j'ai décidé, dans un premier temps, de passer la main là-dessus. Avec l'arrivée de son fils dans l'entreprise familiale, Pierre n'est pas prêt de baisser les bras. Aujourd'hui, moi, j'ai 52 ans. Je suis pas vieux, mais s'il n'y avait pas Pierre-François, je n'allais pas me dire je vais travailler jusqu'à 80 ans à faire l'apiculteur, même si c'est ma passion. Je n'allais pas courir comme un fou par Monts et par Vaux avec mes 300 ou 400 ruches. Je veux dire, bon, voilà. Là, je pense sincèrement que j'en ai encore pris pour 15 ans, quoi. Je ne vais pas pouvoir m'arrêter. On va aller encore plus de l'avant, quoi. Ça donne vraiment un coup de fouet. Alors Dominique, je vous ai préparé un dessert bien sûr à base de miel et d'ananas. Alors je vous laisse découvrir et déguster. On va goûter, je regarde déjà, parce que la dégustation, c'est toujours... C'est d'abord l'œil. C'est d'abord l'œil, oui. Alors là, c'est de travailler avec le miel, de cuire juste le miel pour qu'il soit élément de liaison avec l'ananas et un biscuit uniquement fait à base de miel. Et l'ananas va apporter une certaine acidité, on a besoin, je trouve, pour enlever le côté un petit peu trop sucré du miel, notamment qui est cuit. C'est un bon mariage. On perçoit bien l'acidité de l'ananas, le goût sucré du miel. Après, quel type de miel a été utilisé Là, c'est un miel d'acacia. C'est un miel d'acacia, d'accord. Ouais, ok. C'est un miel d'acacia qui a été utilisé. Et on n'est pas sur des miels très charpentés. Voilà, c'est ça. C'est la question que je me posais. Ouais, on n'est pas sur des miels très charpentés parce que si on avait utilisé un miel style châtaignier, avec quand même une amertume assez poussée, on aurait déstructuré. Là, ce qu'on veut mettre en avant, ce sont et les ananas et le miel. Et on aurait eu un déséquilibre
au niveau des goûts en mettant un miel avec une amertume un peu soutenue. Alors ce qui est intéressant avec ce miel corse, en fin de compte, ce miel corse, c'est un voyage qu'avec le miel. Donc on va partir sur des miels de printemps un peu plus crémeux, un peu moins soutenus en goût, pour aller sur des miels d'automne avec des pointes d'amertume aussi vraiment très intéressantes. Et puis ce miel corse, eh bien, dans la cuisine, il se marie aussi vraiment très très bien. Et en fonction de la recette, si on veut des viandes un petit peu plus soutenues dans les jus, eh bien, on va mettre peut-être des miels de châtaigneraie, des miels de fin de saison. Et si on veut des choses un petit peu plus fines, un peu plus subtiles, peut-être des miels de printemps. Mais dans tous les cas, c'est le bonheur assuré.